Le 11 mars 1811, dans la ville française de Saint-Lô, naît Urbain Le Verrier. Il ne le sait pas encore, mais il risquera de faire l'une des découvertes les plus importantes de son époque. Et c'est cette découverte à laquelle on va s'intéresser un peu plus dans cette vidéo. Si vous avez regardé la dernière vidéo sur Uranus, vous vous souviendrez que cette dernière subit des accélérations et des pertes de vitesse inexpliquées. Parfois, à des moments, elle est en avance, tandis qu'à d'autres moments, elle est en retard sur sa trajectoire. Les astronomes de l'époque ont commencé à s'y pencher sur la question et essayer de savoir l'origine de ces variations. De nouvelles idées commencent à circuler à cette époque, essayant tant bien que mal de résoudre le problème, mais sans succès. Mais c'est seulement en 1844 qu'un certain Urbain Le Verrier s'intéressa au sujet, et à cette époque-là, il était encore dans ses études scientifiques. Mais quoi qu'il en soit, qu'importe, il se lance dans ses calculs et essaye de se lancer dans ses recherches afin de trouver la solution au problème. Pour lui, le problème ne vient pas d'Uranus elle-même, mais plutôt vient de l'extérieur. Il émit alors l'hypothèse que tout ça serait lié à une planète encore inconnue à cette époque, qui orbiterait autour du Soleil et qui par effet gravitationnel ferait accélérer ou retarder Uranus. Il se lance dans les calculs pour déterminer la masse, la gravité ainsi que la position de cette planète. Et le 31 août 1846, il présente tous ses travaux à l'Académie des sciences à Paris. Et c'est dans la nuit du 23 au 24 septembre de la même année que Urbain Le Verrier se décide à envoyer les coordonnées de cette hypothétique planète à l'observatoire de Berlin afin de découvrir cette dernière. Mais ce que je ne vous ai pas dit en revanche, c'est que la méthode dont Urbain Le Verrier veut découvrir sa planète est tout simplement unique. À cette époque, pour découvrir une planète, il fallait à peu près faire ça au pifomètre. Il fallait regarder un point lumineux dans le ciel et essayer de voir s'il bougeait dans le ciel et essayer de déterminer après observation s'il s'agissait d'un astéroïde, d'une comète ou d'une planète. Ouais, bon, c'était pas super précis, quoi. Mais quoi qu'il en soit, il transmet ses coordonnées à l'observatoire, le télescope s'oriente et à ce moment-là, dans la plus grande confusion inattendue, voici ce que l'observatoire observera. L'inattendu s'était produit. Pour la première et unique fois de l'histoire de l'humanité, une planète sera entièrement découverte par calcul. Mais ce qui est le plus impressionnant, c'est que la marge de manœuvre était faible. Le Verrier aurait pu tout simplement se tromper et il suffisait de une voire deux erreurs pour que le Verrier ne puisse pas pouvoir observer l'astre. C'est un niveau de précision juste bluffant, avec 1 degré de décalage avec la position prédite par le Verrier. C'est une précision juste bluffante. Après sa découverte, Urbain Le Verrier sera récompensé comme il se doit, après un tel exploit quand même, mais il devra faire face à plusieurs problèmes politiques. Car de l'autre côté de la Manche, au niveau du Royaume-Uni, on n'est clairement pas de cet avis. Les Français et les Britanniques à cette époque n'étaient pas vraiment amis, comme c'est le cas aujourd'hui avec l'Union Européenne. Et du coup, les Anglais, logiquement, veulent que ce soit un de leurs scientifiques qui portera le titre de découvreur. Car oui, à cette époque subsistait un autre astronome britannique qui avait effectué ses recherches et avait même observé Neptune 1 an avant le Verrier, et qui se nomme John Q. Adams, ou juste Adams pour faire plus simple. Et vous allez forcément vous poser la question, c'est pourquoi c'est pas lui le découvreur? Pourquoi, pourtant, alors qu'il avait déjà observé Neptune et il avait déjà fait ses recherches 1 an avant le Verrier? C'est qu'en fait, il n'avait tout simplement pas publié ses travaux. Pourquoi? On ne le sait pas. C'est un mystère à part entière. Et en réalité, ces calculs étaient bien moins précis et fiables que ceux du découvreur français, dont un décalage de 5 degrés de la position prédite par Adams. Et il s'avère que le décalage pourrait être bien plus grand qu'on ne le pense. De par le manque de précision et de fiabilité, le titre reviendra et restera à Urbain Le Verrier. Et notre histoire s'achève ici. D'ailleurs, anecdote, si vous commencez à prévoir des voyages à Paris, et justement pour visiter la Tour Eiffel, regardez bien en dessous du premier étage de la Tour Eiffel. Car à cet étage-là est subsisté et est écrit plein de noms de découvreurs de l'époque lors de l'exposition universelle. Et regardez bien parce que dans une des cases sera écrite Urbain Le Verrier. Regardez bien, ça existe bel et bien, c'est pas une connerie, son nom est bel et bien inscrit sur la Tour Eiffel. L'histoire de Urbain Le Verrier s'achève ici, mais c'est encore moins le cas de cette vidéo. Car maintenant on va essayer un peu plus de voir à quoi ressemble ce qu'a bien pu découvrir Urbain Le Verrier. Et je vais faire en sorte que tout ça soit le plus simple possible.
Neptune en réalité ne change pas grand chose à ce qu'il y avait avec Uranus. Le noyau est composé de fer et de silicate, le manteau de glace d'eau, de méthane et d'ammoniac, et l'atmosphère d'hydrogène et d'hélium avec 1% de méthane, ce qui donnera la teinture bleutée à Neptune. En surface, comme sur Uranus, Neptune est balayé par des courants de vent pouvant aller à plus de 2200 km/h. Et comme sur Jupiter, on retrouve un cyclone en surface. Neptune ne fait pas exception aux autres corps gazeux du système solaire. Elle possède des anneaux, bien que très petits et très difficiles à observer. Une journée à la surface de Neptune est très courte. 16 heures suffisent pour que la planète fasse une rotation sur elle-même, ce qui est bien différent par rapport à la vitesse qu'il lui faut pour effectuer une révolution autour de son étoile. Et il lui faut au total plus de 165 années terrestres pour faire le tour complet du Soleil, tout ça à plus de 30 unités astronomiques, soit 4504 millions de kilomètres. Alors Neptune n'est pas la seule à effectuer ce très long trajet, mais elle est accompagnée avec ses 14 lunes, dont Triton, qui est la plus grosse lune et le plus gros satellite de cette dernière. Bon, Triton n'a rien de particulier, c'est un corps qui ressemble un peu à tout ce qui se fait dans les planètes naines, genre Pluton, Eris, Haumea, Makemake, tout ça, c'est à peu près la même composition. À quelques détails près, parce qu'en réalité, l'origine de la planète est particulière, parce qu'en effet, à la base, Triton venait de la ceinture de Kuiper. Et à un moment donné, par effet gravitationnel, au fil du temps dans le système solaire, elle a commencé à dériver. Et à un moment donné, elle s'est fait capturer dans la sphère de gravité de Neptune. Et ce qui fait que, en étant attirée, etc., ce qui fait que, elle a empêché ainsi le développement d'astres et le développement de plus petites satellites, ce qui fait que, Neptune ne possède que 14 lunes contre 27 sur Uranus, si je dis pas trop de conneries. Donc voilà, on a à peu près fini la série du système solaire. Est-ce qu'on peut vraiment s'arrêter? Eh ben en fait, peut-être pas. Parce que oui, ce que je vous ai pas encore dit, c'est que les perturbations qui agissaient sur Uranus, sur Neptune, elles s'agissent encore aussi. Neptune a encore des perturbations et on ne sait pas d'où elles viennent. Et à ce moment-là, on n'a pas trop d'hypothèses, on vient de découvrir Neptune et on trouve encore d'autres perturbations, ce qui est assez bizarre. Tout comme Neptune, on a supposé l'existence d'une 9e planète, existence qui se révélera plutôt juste puisqu'il s'agit de Pluton. Mais elle est beaucoup trop petite pour que ce soit elle l'origine de ces variations. Pire encore, dû à cette faiblesse de taille, on lui retira son titre de planète en 2006 par Mike Brown. Du coup, Pluton, elle n'est plus la 9e planète qu'on connaît, et de toute façon, elle ne correspond pas du tout à ce que recherchent les scientifiques. Mais c'est justement le tueur de Pluton, Mike Brown, qui va se dire et il va se mettre à la recherche d'une nouvelle planète 9 avec l'aide de Constantin Batygin. Mais on en reparlera lors du dernier épisode de cette série, et c'est vraiment là où on pourra clôturer cette série de vidéos.